Bienvenue dans le fond de la classe, le podcast qui questionne le système éducatif afin d'inspirer des pratiques qui font sens pour les enfants. Que l'imagination, c'est ce que tout le monde a, mais qu'il y a des gens qui ne le développent pas, qui ne se bloquent pour ne pas le développer. David énonce déjà ici deux grands points que l'on va aborder dans cet épisode. Premièrement, le fait que tout le monde peut être créatif, et deuxièmement, qu'il existe certaines peurs, certains freins, qui viennent bloquer son expression. On discutera aussi aujourd'hui de ce qu'est la créativité et de ce qu'elle n'est pas, de ce qui la limite et de ce qui la favorise, de l'importance de sa place dans l'école, du côté des enseignants, dans leurs pratiques pédagogiques, mais aussi chez les enfants, dans leur manière d'aborder les apprentissages. Pourquoi c'est si important de l'intégrer à tous les apprentissages et non de la reléguer à l'après-midi bricolage? Faut-il être soi-même créatif pour enseigner la créativité? Comment l'évaluer? Que dit-elle de notre rapport à la norme? Cet épisode achève la première saison du podcast Le fond de la classe. Mais l'aventure n'est pas finie, elle continuera, sûrement sous un autre format. Cela a en fait tout son sens que cet épisode clôture la première saison. Déjà par des petits signes qui sont apparus comme une sorte de boucle. Plusieurs fois, les thématiques des précédents épisodes ont été abordées par les intervenants d'aujourd'hui. La créativité invite en effet à penser son rapport au monde et la vision de la société à laquelle on aspire pour nos enfants. Elle invite à ouvrir les frontières de l'école, à sortir de sa classe ou à faire entrer des imaginaires, des parents, des passionnés en son sein. Elle questionne évidemment la posture de l'adulte et le métier d'élève qui en découle. Elle invite à se poser et à prendre le temps de penser. Et enfin, elle permet de s'exprimer, de prendre position, de remettre en question autant d'ingrédients nécessaires aux actions et réflexions des futurs citoyens et citoyennes. Et puis, si les différentes questions qui ont émergé au fil des épisodes de cette première saison vous ont remué ou inspiré, il y a bien une chose qui sera nécessaire pour accompagner vos réflexions, un petit peu de créativité. J'ai eu le plaisir de discuter pour cet épisode avec Philippe Brasseur. Je m'appelle Philippe Brasseur, je suis l'heureux papa des 4 enfants, marié à Sabine, et sur ma carte de visite il est marqué cultivateur d'idées, avec une ampoule, mais dans le bulbe est une tomate. Mon métier depuis plus de 20 ans, c'est de réveiller la créativité des individus, dans 2 mondes essentiellement, celui de l'enseignement, de l'éducation, et celui des organisations des entreprises. Et je le fais par différents moyens. J'écris des livres que j'illustre parfois. J'anime des conférences, des formations. Il m'arrive d'être consultant aussi sur certains sujets. J'ai aussi eu la joie de rencontrer Angélique Liebrecht. Elle enseigne actuellement en 2e primaire et elle a coordonné le dossier des cahiers pédagogiques sur la créativité qui paraîtra au mois de mai. Je la laisse se présenter à vous. Donc voilà, moi c'est Angélique. Je suis institutrice primaire et j'ai commencé par une formation d'institutrice maternelle. Ensuite, j'ai fait une passerelle pour faire institutrice primaire. Après, j'ai travaillé une année à l'étranger en grande section CP-CE1. C'était un programme français, mais c'était en Suisse, dans une école internationale. Ensuite, je suis revenue en Belgique et j'ai travaillé dans différentes écoles en faisant des intérims de 3 mois, 4 mois, etc. Puis je suis atterrie dans l'école où je travaille actuellement et j'y suis déjà depuis 15 ans. Je suis dans une école communale. Vous avez maintenant l'habitude. Commençons par esquisser une définition de ce qui va nous intéresser dans cet épisode. Je commencerai par distinguer le terme créativité et de création. Les deux sont souvent confondus. La création, pour moi, je la mets dans le monde artistique et à ce titre, elle répond à une nécessité intérieure. Je cite souvent Rainer Maria Rilke qui décrit ça très bien dans Les Lettres à un jeune poète. Il n'y a pas d'autre raison que cette nécessité intérieure. D'ailleurs, souvent, il ne sait pas pourquoi il crée l'artiste. Picasso avait cette phrase magnifique, si j'avais pu le dire, je ne serais pas fatigué à le peindre. La créativité, pour moi, c'est autre chose. La créativité, c'est la capacité, et là je me réfère à une définition qui est assez répandue, capacité de penser et de mettre en œuvre des idées à la fois nouvelles et utiles dans un contexte donné.
Alors si je devais prendre cette définition à ma sauce, je remplacerais utile par qui a du sens. Et je trouve très intéressant la fin de la définition, c'est-à-dire dans un contexte donné. Être créatif, c'est à un certain moment, dans un certain milieu, dans certaines circonstances, être capable de voir les choses autrement déjà, de penser la réalité autrement et d'apporter une solution qui soit nouvelle. Et qui ait du sens, bien sûr, parce que juste produire des idées nouvelles, c'est pas très compliqué. Il suffit de prendre un petit verre de vin et puis hop, c'est parti. C'est en ça que la créativité se distingue de la création, puisqu'elle entend quand même poursuivre un certain but. Alors, ce sont juste des contours, parce qu'on pourrait dire, mais alors, quel est le lien entre créativité et création ? Il peut y en avoir un, comme il peut ne pas y en avoir. Il y a des artistes qui sont très créatifs. Je repense à Picasso qui détestait se répéter lui-même, par exemple. Et il y a des assureurs qui sont aussi éminemment créatifs. Il y a des artistes qui sont très peu créatifs, mais qui ont un talent et qui ont trouvé un marché et qui savent bien vendre leurs toiles dans certaines galeries, etc. Voilà. Roger von Hoeg, c'est un Américain, il explique qu'être créatif, c'est incarner successivement un explorateur, un artiste, un juge, un conquérant. Je crois que c'est le livre qui m'a le plus marqué. Parce qu'il montre qu'en fait, être créatif, c'est incarner des postures successives. Et que ce n'est pas juste être un artiste, même pas dans le sens artiste créateur comme Picasso, etc. Mais c'est pas juste être un fantaisiste comme ça. On croit souvent que le créatif, c'est quelqu'un qui a des idées qui lui sortent tout seul, comme ça, qui est naturellement un peu fou du roi et out of the box, comme on dit, en dehors des clous et tout. Alors, bien sûr, on peut entretenir cette posture et jouer à être anticonformiste et tout. Mais bien sûr, si c'est juste ça, c'est superficiel. Plus fondamentalement, cette posture d'artiste, c'est une capacité à produire des idées en nombre. Donc, quand une question se pose, être capable d'ouvrir son robinet, c'est être capable d'associer avec audace des notions qui d'habitude sont séparées dans notre connaissance. C'est être capable de transgresser des règles qui sont souvent implicites et d'identifier que, au fond, on est prisonnier de certaines croyances et qu'on peut en sortir. C'est être capable de faire fonctionner son imagination. Mais de nouveau, c'est pas inné, ça. Ça peut s'apprendre comme une gymnastique. Et ce qui va alimenter la posture d'artiste, en amont, c'est l'explorateur. Donc c'est la curiosité, la capacité d'observer, de se questionner en permanence, de rassembler des informations sans savoir ce qu'on va en faire. Je repère quelqu'un de créatif par sa curiosité, son questionnement. Et c'est parce que la personne engrange plein de connaissances variées qu'elle va pouvoir, dans un deuxième temps, jongler avec, c'est la posture de l'artiste. Et puis après, elle juge les conquérants. Je vais faire très rapidement l'exposé de ce truc-là. Mais c'est pas tout d'avoir des idées, il faut pouvoir faire le tri. Et donc le juge, c'est l'esprit critique. On oublie souvent ça. Quand on demande aux gens de faire la liste, c'est quoi les qualités créatives, souvent ça passe à la trappe, on oublie. Mais avoir la foi aussi, avoir la foi dans une idée. Pas simplement parce qu'on a raisonné que c'est l'idée qui a le plus de chances d'aboutir, mais parce que c'est celle qui nous fait vibrer intérieurement. Être capable par ailleurs d'avoir un esprit critique et de dire par rapport à mes valeurs, mes objectifs, mes contraintes et mon énergie, ce que je me sens l'envie ou non de faire, c'est cette idée-là que je vais privilégier. Et les conquérants, c'est encore une autre énergie, c'est la détermination, la capacité de se battre pour que sa solution, un jour, elle soit mise au monde, comme je le disais tout à l'heure, qu'elle existe pour d'autres personnes, qu'elle acquiert une réalité et qu'elle serve, le cas échéant, à quelqu'un ou quelque chose. Mais on voit que ça fait des qualités très différentes. La curiosité, l'imagination, l'esprit critique, la détermination sont rarement rassemblés chez une seule personne. La question, c'est de savoir quelle est ma force au niveau de la créativité, qu'est-ce que j'ai envie de développer, et si je suis dans un groupe, sur qui est-ce que je peux m'appuyer, parce qu'on est souvent complémentaires en la matière. Mais pour apprendre, c'est la même chose. Ça a été ma grande découverte il y a plusieurs années. C'est que tout apprentissage commence idéalement par la posture d'explorateur. Comment faire pour que l'enfant se pose des questions au départ ? Partir du questionnement naturel de l'enfant et puis lui permettre, posture de l'artiste, de faire des expériences, par essai-erreur donc, et en traversant l'incertitude, mais en réponse à sa question. Voilà. Et confronter régulièrement, ça c'est la posture du juge, ces hypothèses à des grilles de vérification. Est-ce que cette expérience permet d'obtenir tel résultat si c'est une expérience scientifique ou si c'est un texte
quel choix est-ce que je dois faire pour que toutes mes intuitions tiennent ensemble dans un texte cohérent. Et donc, le juge va prendre toutes les intuitions de l'artiste et développer une réponse structurée que l'enfant, ça c'est le conquérant, va communiquer ensuite aux autres idéalement. Et bien sûr, tout ça avec l'accompagnement du prof pour qu'il n'aille pas raconter une bêtise à ses petits copains et en créer des savoirs erronés. Mais on peut vérifier que l'apprentissage est vraiment acquis quand l'enfant, non pas l'a restitué tel qu'il est entré, mais la reformuler avec ses propres mots, ses propres images. J'ai demandé aussi à Angélique comment elle définissait la créativité, mais cette fois-ci du point de vue de l'enseignante. C'est peut-être la manière dont on conçoit les leçons. Et c'est aussi la manière avec laquelle on va réussir à rebondir sur les imprévus qui arrivent en classe. La capacité de modifier son attitude en fonction des réactions des élèves. Je pense qu'il y a aussi le fait d'oser être vrai, pour moi, avec ta classe. Et c'est ce qui va faire que là, tu réponds de manière spontanée à la créativité de l'élève par rapport à l'imprévu. Mais quand tu conçois un scénario pédagogique, là, je pense que c'est plus sortir des sentiers battus. On va faire différemment de ce qu'on fait en temps normal. Tiens, cette leçon, je l'avais vue de cette manière, et je sais qu'il y a des choses qui coincent, je sais qu'il y a tous les ans des passages qui bloquent les élèves ou qui ont plus de difficultés à comprendre. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour aider à ce que ce soit mieux compris? Peut-être qu'elle est là la différence. Je pense que la créativité, c'est aussi apporter une dimension plus humaine. C'est prendre le temps de vivre avec les autres, de faire des choses, de montrer qui on est, d'oser faire des trucs différents, des temps de partage. Et c'est vraiment tout ça. Et si, malgré ce qui vient d'être dit, on ne se sent pas créatif ou créative, il est possible qu'alors on ne se sente pas légitime et outillé pour susciter et accompagner la réflexivité des élèves. Voyons ce qu'en pense Philippe. Je crois que c'est comme la musique en fait, ou la danse, peut-être même le dessin. Je crois qu'on peut enseigner ça aux autres sans être expert soi-même. Et que c'est peut-être même un bon signe à envoyer aux enfants, ça. Que dire, je vais vous ouvrir à quelque chose, parce que c'est peut-être le mot enseigné, trop chargé de je suis détenteur d'un savoir que je vais vous transmettre. Mais on va faire un cours sur, etc. On va découvrir ensemble, on va explorer ceci. On peut l'enseigner, on peut l'apprendre dans les livres, on peut faire des exercices bien codifiés pour développer et la pensée, les attitudes, les processus créatifs, etc. Mais sans pour autant être un génie de la créativité. On comprend dans cette réponse l'importance de la posture enseignante, et à travers elle, transmettre aux élèves qu'il ne faut pas être excellent pour oser faire quelque chose, qu'il ne faut pas être nécessairement doué pour prendre du plaisir à faire et essayer. Philippe relève aussi le soutien de certaines connaissances, qui toutefois ne sont pas des préalables indispensables à l'exercice de la créativité. Elles peuvent venir se greffer au fur et à mesure de la pratique. Mais je ne prétends pas qu'il faille absolument passer par d'abord l'acquisition de connaissances pour ensuite pouvoir se permettre de faire rêve créatif. Je crois qu'on peut faire les deux en parallèle. Et Goethe disait quelque chose de très beau, il disait la naïveté est la caractéristique principale du génie. Donc de toujours marcher sur deux jambes, celle de grande connaissance, de grande maîtrise, et celle de la grande naïveté. Ce qui est très intéressant, je trouve, c'est la réponse au fond à qu'est-ce que la créativité, comment la développer, etc. Elle est toujours dans le paradoxe. C'est dans le paradoxe qu'on va trouver la vérité, dans la tension entre des polarités. Entre maîtrise et lâcher-prise, connaissance et ignorance, qu'est-ce qui nous fait nous sentir assez en équilibre pour faire le premier pas? Je dirais qu'il faut l'envie. Voilà. C'est Jacques Brel qui disait ça. Le talent, c'est l'envie. En fait, c'est répondre à un appel. Répondre à un appel intérieur. Et puis, on peut être sourd à cet appel. Et moi, ça m'arrive souvent. Il y a une chouette série à la télé, je veux faire ça plutôt que de mettre à ma table de dessin ou d'écriture et tout. Est-ce que je réponds à cet appel? Est-ce que je crois que cet appel vaut la peine que j'y réponde? Est-ce que j'ai le courage, mais ça nous mène plus loin dans le débat, mais le cas échéant, me rendre compte que ce que je mets sur papier ne répond pas toujours, et là je parle uniquement d'écriture et du dessin, que je connais bien, mais ça peut être autre chose, mais parfois je peux être déçu parce que j'avais le rêve de ma créativité, et puis je me rends compte que je suis médiocre.
Est-ce que je suis capable de traverser cette médiocrité? Ça peut prendre beaucoup de temps. Quand on voit le début de Van Gogh, par exemple, il a fallu quand même quelques années avant d'arriver à faire quelque chose de valable et d'arrêter de jeter ses dessins à la poubelle. Donc ça demande beaucoup de courage aussi d'être créatif, je crois. L'envie et le courage, donc, comme préalable à l'action créative. Si on pense à l'école, est-ce qu'elle crée suffisamment cet appel intérieur chez les enfants? Est-ce que les situations d'apprentissage convoquent assez les intérêts de l'enfant? J'ai demandé à Angélique quels étaient pour elle les préalables à l'émergence d'une pensée créative. Pour moi, c'est vraiment la relation de confiance, mais à de multiples niveaux. C'est le prof envers l'élève, mais l'élève envers le prof, et aussi au sein du groupe. Je pense que si on a un bon climat de confiance, l'élève est plus à l'aise pour être lui. Et pour moi, la créativité, c'est aussi quelque part livrer une part de soi. Et lorsque je note aussi, c'est que il faut que l'activité elle ait du sens pour l'élève, qu'elle l'intéresse de sorte qu'il pourra s'impliquer plus facilement dans un projet ou dans une activité. Et c'est pour ça que je disais qu'il fallait que ça fasse du sens pour les élèves, parce qu'il y a un besoin qui doit naître. Et à partir du moment où tu ressens que tu as besoin de quelque chose, tu vas te débrouiller pour trouver une solution. Mais si toi, tu n'éprouves pas le besoin, tu peux pas passer au-dessus. Il y a aussi comme préalable, peut-être jongler entre le fait de leur laisser du temps, mais en même temps de le limiter. Alors ça dépend un petit peu des activités qui sont proposées et peut-être de l'enjeu, parce que dans certains contextes, on va plus demander aux élèves d'être contraints au niveau du temps, parce qu'on sait que si on va les laisser 3 heures, ils vont réfléchir, mais ça n'avancera pas. Donc le temps, parfois, il est limité et permet d'être plus productif. Et à d'autres moments, le fait d'avoir plus de temps permet aussi d'aller plus loin dans la réflexion. Et donc ça, c'est pas évident, et je pense que c'est un point aussi clé. Et pour moi, il y a aussi tout cet aspect de prendre le temps de d'abord penser et ensuite produire. On va pas directement produire, on va d'abord réfléchir. Et alors moi, ce que j'aime aussi, c'est qu'ils échangent, qu'il y ait un temps d'échange. Le temps d'échange, soit en petits groupes de 2, de 4, ou soit en collectif. La question du temps est également relevée par Philippe. J'ai l'intime conviction que nous naissons tous créatifs. Et pour moi, il suffit d'observer n'importe quel enfant normalement constitué entre 3 ans et 6 ans pour s'en convaincre. Donc je ne fais que réveiller quelque chose qui est déjà là, et redonner du pouvoir et montrer qu'être créatif, au fond, ce n'est pas tellement avoir des nouvelles idées, mais déjà simplement être capable de faire une pause et regarder autrement ce qu'on croit connaître, et découvrir un énorme pouvoir là-dedans. Et concrètement, comment instaurer ce temps en classe? Alors concrètement, on a pris l'habitude en classe de dire on va mettre dans sa tête. Donc on va réfléchir, on va mettre dans sa tête, et alors je sors un sablier, ça dépend, parfois c'est 1 minute ou 5 minutes, ça dépend s'il y a quelque chose à écrire ou pas. Et ils voient matériellement le temps qui coule. Et ils savent que pendant ce temps-là, il n'y aura pas le temps de répondre, de poser des questions, parce que je crois que c'est important qu'ils aient leur temps à eux pour se mettre au clair, et même si on ne sait pas contrôler qui ne travaille pas à ce moment-là, je trouve que ça se voit. Enfin, on le voit dans leur regard quand ils sont occupés de réfléchir dans leur tête. Et le fait d'avoir ce temps, c'est important parce que ça permet de mettre ses propres idées au clair et de voir qu'on est capable de réfléchir et de penser, d'avoir des idées, mais que l'idée, elle vient pas tout de suite. Je crois que c'est prendre un petit temps de décalage avec parfois le fait d'être trop spontané, mais pas forcément qu'au niveau de la créativité dans les classes. C'est prendre le temps de réfléchir, de faire sa propre pensée, pour éviter aussi, à l'instit, d'avoir que les élèves qui ont toujours finalement la réponse qui vont lever le doigt. C'est vraiment ça, c'est prendre le temps. Et que faire quand certains élèves n'arrivent pas à penser par eux-mêmes? Pour moi, je crois que ce qui va les aider à avancer, c'est de voir et d'entendre les autres. Parce que ce qu'on fait, c'est on explique beaucoup, tiens, comment ça a eu cette idée? Et ça t'est venu comment? À quoi t'as pensé? Puis il y a des enfants qui vont dire, ah voilà, moi je pensais à, je sais pas, un souvenir,
Ou moi, j'ai pensé à quelque chose que j'ai vu pendant mon week-end. Et je crois que toutes ces idées-là, le fait que c'est dit par d'autres enfants et pas par l'enseignant, ça aide à avancer pour tout le monde, en fait. On vient de parcourir certains préalables de la créativité. On va à présent se concentrer sur ce qui peut en freiner l'émergence. On pourrait faire une liste kilométrique. Oui, il y a les freins et les croyances, c'est pas la même chose. Les freins, souvent, quand je questionne les gens, tiens, quelles sont vos envies créatives ? S'ils s'écoutent en moi, ils me font une petite liste comme ça. Je dis, qu'est-ce qui vous en empêche ? Ah, mais j'ai pas le temps. Première chose. Alors après, c'est une autre question, comment déjouer ces croyances, comment permettre à la personne de prendre responsabilité de son envie et d'y consacrer un temps restreint et peut-être revoir ses ambitions à la baisse. Ce sont les croyances qui sont les plus grands obstacles, en fait, au titre desquels je ne suis pas capable, très, très haut évidemment. C'est l'orgueil, en fait. L'orgueil qui fait que l'individu, tout de suite, il voudrait arriver à un résultat. La peur de l'échec, qui n'est pas tout à fait la même chose que la peur de ne pas y arriver, parce que derrière la peur de l'échec, il y a la peur de la sanction sociale. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a malheureusement hérité de notre éducation traditionnelle. Un enfant de 3 ans, il n'a absolument pas peur de l'échec. La peur de l'incertitude aussi. Quand on se lance dans un nouveau projet, c'est très angoissant parce qu'on ne sait pas. Parfois, on ne sait même pas où on va. Une vague lumière comme ça à l'horizon. Et on sait vraiment comment y arriver. Et la réponse, elle est dans vas-y. Pierre Soulages, grand peintre, que j'admire beaucoup, il dit c'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. Mais si tu fais pas, tu vas pas découvrir, tu vas pas pouvoir éliminer certaines pistes, en privilégier d'autres, etc. Il faut avancer dans le noir, comme ça, pas en courant, en marchant comme ça, et puis parfois en tombant. Et alors les peurs, beaucoup de peurs, ça va prendre du temps. On revient à ce grand frein. Je ne suis pas compétent. Sous-entendu, je dois être meilleur que les enfants pour oser amener de la peinture, de la littérature, du théâtre, du cinéma, que sais-je encore, des nouveaux médias. Que vont penser mes collègues ? Que je m'amuse, que je perds mon temps, que je ne mets pas la priorité là où il faut. Que vont penser les parents ? Et je ne me mets pas dans le désordre parce que les parents, c'est souvent... oui, mais moi j'aimerais bien, M. Brasse, mettre en place des choses, mais les parents me demandent des devoirs. Si c'était que moi... J'entends des discours comme ça, si ça tenait qu'à moi, je n'en donnerais pas. Les enfants font déjà assez de choses en journée, mais c'est les parents qui le demandent, vous comprenez. Mais je dis, mais c'est qui les pédagogues ? C'est qui les pros ? Je vois aussi une grande envie, parce qu'il y a ce pressentiment que derrière le mot créativité, il y a beaucoup de joie possible chez l'enfant, chez l'enseignant, mais aussi une peur un peu souterraine ça va me demander le courage de changer de posture. Jusqu'où est-ce que je suis prêt à changer de posture ? Jusqu'où est-ce que je suis prêt à lâcher prise ? Je vois bien des profs qui parfois s'approprient certaines consignes que je donne, certains jeux, ou même dans mes livres, j'en ai lu encore il y a quelques jours, le domino des livres. On met des livres les uns à côté des autres et on donne des points communs aux livres 2 par 2, comme ça. Et puis il me dit, oui, moi j'avais mis les livres les uns à côté des autres, comme ça, mais c'était des enfants maternels, donc j'avais choisi moi-même les livres et je savais déjà, entre 2 livres, qu'est-ce qu'il y avait comme point commun à dire. Je dis, mais t'as triché. c'est pas faire confiance à la créativité des enfants. Tu dois lâcher prise et te dire, je prends des livres au hasard, et puis on verra. Et eux vont trouver confiance, quoi. Mais c'est un changement de posture assez fort. Philippe l'a bien soulevé. Notre peur de l'échec est héritée de notre système éducatif traditionnel, où l'erreur est sanctionnée. C'est donc tout le système évaluatif qu'il faut ici remettre en question, et on en rediscutera un peu plus loin. Mais de manière plus concrète, comment est-ce que ces freins et ces peurs vont se traduire dans les pratiques de classe ? J'ai envie de dire, c'est tout ce qui met en insécurité. Quand on dit les choses négativement. Je dis positivement, que ce soit en école ou en entreprise, en organisation, où que ce soit. Si quelqu'un, malgré les encouragements, etc., malgré peut-être parfois les injonctions à être créatif, reste bloqué, plutôt que de se dire, au fond, cette personne n'est pas créative ou n'est pas capable d'aller chercher sa créativité, il faut plutôt faire l'hypothèse de, sans doute, qu'elle ne se sent pas en sécurité. Et comment est-ce que je peux lui donner une sécurité cognitive, affective ? Sécurité cognitive, c'est donner du sens. Moi, j'ai détesté à l'école primaire qu'on dise maintenant, vous prenez une feuille de papier quadrillé, prenez votre bic rouge, prenez votre latte,
et vous allez, à partir de 4 carrés, à partir du bord gauche, vous allez tracer une ligne verticale. Voilà. Et puis en haut, à droite, vous comptez 3 carrés, ça. Et on a des petits soldats comme ça, mais c'est comme si on était des pions dans une espèce d'ordinateur, comme si on faisait exactement ce qui nous était demandé. Donc ça, c'est très très bon pour tuer la créativité. Parce qu'alors, c'est mieux le conformisme. Et très très vite, l'enfant va apprendre pour survivre dans ce système-là. Il va devoir comprendre, de manière explicite ou implicite, qu'est-ce que l'adulte attend de moi. Et se sentir valorisé à la mesure où il a répondu à l'attente explicite ou implicite de l'adulte. Donc, il faut donner la sécurité cognitive et sécurité affective. Sécurité affective, c'est susciter vraiment la confiance, témoigner de la confiance, témoigner de l'amour aussi, vraiment inconditionnel. C'est pas « je t'aimerais si tu fais cette tâche », mais... Et tout ce qu'on peut mettre évidemment derrière sécurité cognitive, affective. Sécurité cognitive, c'est paradoxalement donner des règles, des limites qui vont canaliser, qui vont sécuriser. Il n'y a rien de pire que de dire bon, allez-y, aujourd'hui on va être créatif, prenez une feuille de papier blanc, ça, et puis lâchez-vous, soyez créatifs, vous pouvez faire une peinture, ou même ceux qui veulent peuvent inventer une histoire, allez-y, pour une fois. Et les enfants risquent d'être complètement paumés face à cette soudaine possibilité d'être libre. Mais qu'est-ce qu'on attend de moi? Et sur quels critères est-ce que je vais être jugé? Et puis si ça se trouve, je vais me juger moi-même, parce que j'ai tellement été évalué dans ma vie que je regarde mon voisin, je vois qu'il se lance tout de suite dans la rédaction d'un texte, et moi je ne sais pas écrire, en plus il a une plus belle écriture que moi, et puis il ne fait pas de orthographe, moi j'en fais. Donc je préfère ne rien écrire que de sentir que peut-être le prof va venir me dire que je dois mieux orthographier un mot, ce qui sera aussi une catastrophe. C'est une très bonne manière de tuer la créativité. C'est d'en même temps stimuler l'imagination et de venir avec la critique. Il faut pouvoir séparer, c'est la base de la créativité, c'est de différer le jugement. Donc il y a un temps pour créer et puis un temps pour évaluer. Donc il y a un temps où il faut ouvrir les portes au chaos, à l'incertitude, etc. Mais donc pour terminer, la réponse est complexe. Pour décourager la créativité, être trop contrôlant n'est pas bon, mais donner trop de liberté non plus. C'est dans l'équilibre entre les deux, on revient au paradoxe, que va résider la bonne recette en fait, pour stimuler la créativité. À la fois des règles claires et à la fois un vrai espace de liberté. Cet équilibre entre cadre et liberté rejoint ce que Philippe Mérieux appelle la contrainte féconde. Féconde au sens où le cadre proposé par les consignes va permettre de définir un espace, des outils qui libèrent la pensée, qui lui donnent une intention qui va susciter la mise en route d'une réflexion pour répondre à cette contrainte. Je me suis aussi demandé si le milieu familial, social et culturel pouvait constituer un frein à l'accessibilité du potentiel créatif. Je crois qu'un facteur socio-culturel soutenant, évidemment, un levier énorme à la créativité. C'est-à-dire que, je prends mon propre exemple, mon père avait énormément de livres, il s'intéressait à la photographie, au dessin, et il a toujours été curieux, et curieux de ce que je faisais aussi. Je me rappelle, il venait dans ma chambre, voir ce que je faisais, etc. Ça m'a énormément aidé, ça c'est clair. Et quel que soit le milieu économique, si c'est l'inverse qui se passe, ça va être plus compliqué. Ou alors le jeune va se développer en révolte, à l'indifférence, voire à la résistance de ses parents. Et ça va stimuler chez lui probablement une plus grande force intérieure. Il va devoir se battre davantage que ce que je n'ai dû faire. J'ai demandé à Angélique comment elle faisait pour limiter au maximum l'effet du milieu social sur l'accès à la créativité en classe. Moi, je pense que c'est en faisant des liens de la maison à l'école, de l'école à la maison, qu'on va diminuer les distinctions sociales. Non, c'est vraiment faire des interactions entre ce qui se passe en classe et ce qui se passe à la maison, vraiment des échanges. Par exemple, il y en a un qui était voir une exposition ou quelque chose comme ça. Essayer de trouver un lien sur Internet et alors avec la tablette de la classe, on montrait à tout le monde. Ce qui est vu individuellement doit faire progresser tout le monde ou peut enrichir toute la classe. On se retrouve pour parler du rapport à la norme et de l'évaluation, juste après un petit extrait musical.
Un autre point que j'aimerais aborder, car il me semble intimement lié au frein que l'on vient d'évoquer, c'est celui du rapport à la norme. La norme dicte les comportements, les pensées acceptables, mais aussi les activités qui ont soi-disant plus de sens que d'autres. Or, convoquer la créativité des enseignants et des enfants, c'est faire place à l'inconnu et à la surprise. D'où l'importance pour Philippe d'avoir des espaces dédiés à l'exploration de la créativité, libérés du regard et du jugement des autres. Je crois que c'est important que tout créateur ait un espace de liberté totale. La liberté totale, ça veut dire s'abstraire volontairement du regard des autres. Parce que dès lors que je sais ou que j'ai choisi que ce que je vais faire va être montré à d'autres, il y a ce piège énorme de il faut que je réponde à une norme, ou peut-être une norme intérieure que je me mets, qui peut être très haut chez certains créateurs, mais qui est je me juge et les autres vont me juger. Alors que si je suis logique avec cette histoire de répondre à une nécessité intérieure, moi je crois très fort à la discipline du créatif qui juge important de déposer d'une manière ou d'une autre ce qu'il porte et de façon régulière. Voilà. Et surtout, de ne montrer à personne pour ne pas tomber dans ce piège. Quitte à par ailleurs développer une création et quand il sait que ça va être montré à d'autres, d'avoir une très très grande exigence qui fait partie des qualités requises pour quelqu'un de créatif. Ne pas se satisfaire du premier geste, etc. Ou peut-être oui, mais en tout cas, savoir qu'est-ce qui oriente ses choix. Et, voilà. Éviter ce rapport à la norme est quelque chose auquel Philippe et sa femme ont été sensibles lors de la recherche d'une école pour leurs enfants. On est très exigeant pour ça, parce que c'est une valeur clé chez nous. Mais la créativité dans le sens d'autonomie aussi et de différenciation. Créativité, c'est un mot qui est galvaudé et tout. Il faut peut-être parfois le remplacer par d'autres mots qui font sens autrement. Et donc, comme c'est arrivé 2 fois avec nos enfants de manière très très forte, même 3 fois, on sentait que les adultes de l'école, bien sûr, étaient entre guillemets gentils et bienveillants, mais fondamentalement partaient d'une idée que l'enfant devait correspondre à une norme. Et c'est une idée très implicite, en fait. Il n'était pas explicité, mais voilà, si l'enfant ne réagissait pas favorablement aux propositions qui lui étaient faites à l'école, c'est que l'enfant avait un problème. Et là, il fallait faire venir des gens pour l'observer, etc. Plutôt que de se dire, tiens, au fond, d'abord peut-être que ce sont des propositions qui ne lui conviennent pas, et de quoi cet enfant a besoin, et quel est le trésor que cet enfant porte. Mais parfois, c'est un virage à 180 degrés qui est demandé et qui n'est pas possible par manque de formation de la part des enseignants ou par manque de prise de conscience de la part de la direction elle-même. Ce que révèle aussi cette réflexion sur le rapport à la norme, c'est que faire preuve de créativité, c'est aussi oser s'affirmer, être soi, comme disait Angélique en introduction. Se montrer aux autres en sortant peut-être des attentes qu'ils portent sur nous. C'est donc aussi une question de confiance en soi. Et que ce soit la créativité ou n'importe quelle matière, si l'enseignant n'est pas convaincu, ben alors ça marchera pas. Donc je pense que si toi tu te vois pas, tu trouves que tu es à côté de la plaque dans ce que tu fais, eh bien t'arriveras pas à faire passer le message aux élèves. Et une fois que toi tu y crois, je pense que tu peux faire passer tout ce que tu veux. Et la créativité, ça s'apprend, mais il faut un climat de confiance, et alors on a besoin que l'élève sache que l'erreur, elle est permise, elle est autorisée, et elle fait partie du processus d'apprentissage. Et dans un cadre où il y a une confiance avec les adultes et aussi les copains de classe, je pense que c'est beaucoup plus facile. Une confiance en soi donc, mais aussi en les enfants. Je donne un exemple. C'est inventer une histoire avec des couvertures de livres. L'idée étant de comment permettre à l'enfant de percevoir le livre autrement et de voir que le livre peut être un objet qui peut servir de base à des inventions qui lui sont propres, mais qui n'est pas que juste le contenant de ce qu'un auteur y a mis. Et je demande
à 6 enfants de présenter leur livre. Ça, je les prends au hasard. Et le premier, je dis, sur la couverture du livre, il y a le héros ou l'héroïne de l'histoire qu'on va choisir. Donne-lui un nom et dis quel est son trait de caractère principal. Et puis le deuxième enfant pris au hasard, bien sûr, sur ta couverture, il y a l'image de ce qui manque au héros qu'on vient de nommer. Là. Voilà. Raconte-nous pourquoi est-ce que le héros a absolument besoin de soi, un besoin vital. Et si tu ne sais pas, c'est pas grave, un autre du groupe peut t'aider, évidemment. Et les images suivantes vont être avec un dé, soit si le dé tombe sur un chiffre pair, une aide pour le héros, et si ça tombe sur un chiffre impair, un problème pour lui. Il ne saura qu'à la fin, après les 6 couvertures, les 6 images, si l'histoire se termine bien ou mal. Et chaque fois, dans ce jeu, répond qui veut, il faut lever la main. Donc, moi, le meneur de jeu, j'accorde la parole à celui que je veux, pas simplement celui qui est le plus rapide. Et on prend toujours la première réponse qui vient. La première réponse est la bonne. Moyennant ça, on a des histoires express qui naissent en 5 minutes, comme ça. Mais tu vois que c'est la résultante entre des règles du jeu très très claires, très très contraignantes quelque part, et une énorme liberté, puisqu'on peut inventer ce qu'on veut à travers tout ça. Et moi-même, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, comme enseignant, entre guillemets, je ne sais pas quelle est l'histoire qui va émerger. Je ne sais pas quels sont les livres que les enfants tiennent en main. Je ne sais même pas s'ils sont capables, s'ils vont mordre à l'hameçon, s'ils vont oser parler, mais j'ai la foi. Je crois. Et on parlait d'envie tout à l'heure, moi j'ai très envie. Et donc mon enthousiasme va déclencher chez eux d'abord de la confiance, puis on espère aussi de l'enthousiasme en retour. Cette confiance a priori en ce qui peut advenir des contraintes fécondes invite donc à lâcher prise sur nos attentes, nos prédictions, notre envie de contrôle de la situation. Angélique témoigne de ce que ce lâcher-prise peut apporter aux enfants, mais aussi aux accompagnants. J'observe les élèves et en fonction des réactions qu'ils ont, je me dis tiens, je pourrais faire ça autrement, ou alors je pourrais rajouter cette activité-là pour la semaine prochaine. Je pense qu'il y a beaucoup de création de processus pédagogiques qui viennent des enfants. Finalement, c'est eux qui apportent les idées. Je crois que je fais juste les observer et noter les idées qui me viennent, et après les mettre entre guillemets en musique. Mais je crois que les pédagogues, c'est peut-être les élèves. Hein. Les adultes auraient avantage à regarder les enfants, les élèves, pour être plus créatifs. Ce rapport à la norme est bien souvent entretenu par un système d'évaluation qui compare les productions des élèves à des réponses attendues, uniques et standardisées. Or, c'est aussi par le biais des questions qu'elles posent que les pratiques pédagogiques peuvent stimuler la créativité des élèves. Je pense à mon fils qui lisait en 2e primaire, il lisait un Harry Potter, comme ça, du début à la fin, et en 4e primaire, il lisait en anglais, je crois. En 2e secondaire, il a eu un échec et une interro de français, parce que les questions qu'on avait posées suite à la lecture d'un roman, qu'il avait lu, pourtant, c'était, je me rappelle très bien, j'avais été voir le prof, je me rappelle de 3 questions notamment. La première question, c'est, dans le chapitre 1, le papa écoute un disque, cite de mémoire le titre du morceau et le nom de l'interprète. Voici un extrait du chapitre 2, il manque des mots, trouve de mémoire les mots de l'auteur. Voici plusieurs mots extraits du chapitre 3, donnent la définition exacte. Voilà. Il n'a pas pu répondre à ces questions. Et à aucun moment, on lui a posé la question, comme par exemple, qu'est-ce que tu as pensé de ce livre, comment tu t'es senti pendant le livre, si tu devais refaire une couverture, enfin, je ne sais pas, n'importe quelle question qui questionnerait le lien individuel que l'enfant a entretenu avec la lecture. Le prof n'a pas été réceptif à commentaire pourtant très, très calme, même si je bouillonnais intérieurement. Et j'ai expliqué à mon fils que la façon de réussir, c'était de lire le livre 2 fois avec un dictionnaire à côté, en notant tous les petits détails dont tu penses que peut-être que c'est ce genre de choses que le prof demanderait. Cet exemple illustre bien le temps perdu par l'élève, mais aussi l'incitation conformiste du système à se concentrer sur les attentes de l'enseignant et sur comment réussir. Comme je le disais dans l'épisode sur le métier d'élève, ce sont des habitudes qui perdurent à l'âge adulte en induisant un certain rapport aux autres et au travail. L'enfant devenu citoyen agit pour plaire, être reconnu, intégré plutôt que parce que ça fait sens pour lui. Alors comment évaluer sans être dans cette posture de comparaison à des attentes particulières ?
Prendre un exemple en art plastique. Je fais un jeu, je vais décrire rapidement, où sur base d'œuvres d'art, j'aime bien travailler sur base d'œuvres d'art, ils sont à deux et ils font une description écrite de ce qu'ils voient sur l'œuvre d'art. Et puis, ils donnent ces descriptions, on fait disparaître les reproductions d'œuvres d'art. Chaque duo donne sa description à un autre duo, et sur base de magazine, ils recréent le plus fidèlement possible, en fonction de la description écrite, l'œuvre initiale, qu'ils n'ont pas vue évidemment. Et puis on affiche l'œuvre initiale, sa recréation en collage, et la description qui en était la source. C'est une activité qui est très riche, parce que c'est une activité d'écriture, de lecture, d'observation, de création, ça. Et plutôt que d'être moi, ce serait facile et puis très, très gratifiant pour moi, celui qui va évaluer et distribuer les bons points et les mauvais points, ça n'a aucun sens. Parce que l'apprentissage, il se fait essentiellement à ce moment-là, le temps de métacognition. On va pouvoir porter un regard non seulement sur les productions, mais sur le processus, notre ressenti, etc. Et donc c'est sur ces différents niveaux-là que je les questionne. D'abord, je leur demande... Regardez l'ensemble des productions et qui peut me dire une recréation pour laquelle il a un coup de cœur et pourquoi. Ce faisant, je leur permets de se positionner avec leur affect, comme ça, leur regard subjectif et leur esprit critique aussi, puisque je leur demande de formuler, de mettre des mots sur oui, celle-là, je la kiffe trop, oui, mais pourquoi tu la kiffes trop grave voilà. Essayez de mettre des mots dessus. Et je les accompagne le cas échéant pour affiner le vocabulaire. Ensuite, je vais leur demander, ce n'est pas nécessairement dans cet ordre-là, mais je vais leur demander comment vous êtes senti pendant l'activité. Qu'est-ce qui a été facile, difficile, agréable, désagréable. Et j'inclus parfois, peut-être que ça peut être lié aussi à mon comportement, moi, comme enseignant. Il m'est arrivé dans un atelier qu'une femme, mais ça aurait pu être un enfant, me dise moi, tout allait très bien, monsieur Brasseur, mais quand vous êtes passé chez moi et que... j'avais 3 options, vous m'avez dit il faut faire celle-là parce que c'est trop chouette. Je sentais votre enthousiasme et tout, mais je me sentais plus du tout libre de faire ce que moi j'avais envie. Et je me sentais prise complètement en tiraillement, de loyauté entre est-ce que j'obéis au prof, mais est-ce que je suis ma propre intuition. Voilà. Le feedback de l'enfant me permet d'évoluer à moi comme enseignant. Je lui demandais après, quelles sont les stratégies que vous avez suivies ? Comment est-ce que vous avez procédé et quelles sont en la matière les stratégies les plus gagnantes que vous identifiez chez vous ou chez les autres pour réussir cet exercice. Et là aussi, on met des mots dessus, on voit que procéder par entonnoir, d'abord dire c'est une œuvre verticale. Voilà, parce que si on oublie ce détail-là, il y en a qui ont produit de manière horizontale une œuvre qui était en fait verticale, une chose comme ça. Lire toute la consigne avant de commencer le collage. Pas faire ligne par ligne, vous avez pu se rendre compte, merde, on a oublié des détails essentiels. Voilà, et que ça puisse venir d'eux. Le cas échéant, après, je fais rarement jusque-là, mais ça aurait tout son intérêt, on peut les questionner sur le transfert d'apprentissage. Comment est-ce que vous pouvez utiliser dans d'autres contextes ce que vous avez appris dans cette activité-ci ? À quoi ça peut vous servir ? Et de leur faire formuler ça. Voilà un exemple d'activité métacognitive qui est porteuse d'apprentissage. Philippe nous partage aussi une manière d'évaluer plus formelle. J'essaie que dans ma consigne, au départ, se trouvent les clés d'évaluation. Peut-être que je vais exiger que que la création soit faite dans un temps donné. Donc, et je peux me mettre d'accord a priori avec les enfants, le respect du temps fera partie de l'évaluation. Et de définir une série de critères, en accord avec eux le cas échéant, qu'ils soient explicites dès le départ, sachez que vous serez évalué là-dessus. Et pas simplement sur le résultat final, par exemple. Peut-être que dans le processus, je vais exiger qu'ils aient fait 5 brouillons avant de se lancer dans le résultat final, parce que dans la leçon que je vais vous donner, le fait d'être capable de développer des alternatives comme ça, et de faire un choix en connaissance de cause, et puis le cas échéant de justifier son choix, avec peut-être 3 raisons, j'aime bien quantifier les choses, à partir du moment où c'est clair dès le départ, je suis tout à fait légitime à l'évaluer après. Ce qui serait embêtant et pas juste, ce serait d'évaluer avec des critères qui étaient clairs pour moi, mais qui n'avaient pas été explicités. C'est pas juste, pas honnête, et ça met le prof tout à fait en porte-à-faux. S'il y a une évaluation, je trouve très important d'objectiver l'évaluation, le plus possible. Et en matière de créativité, il y a des chercheurs qui sont penchés là-dessus. Alain Baudot, je crois, s'est penché là-dessus sur base des tests de créativité de Torrance, qui est un Américain qui fait le premier test de créativité dans les années 70. Il dit qu'on peut évaluer la créativité des productions créatives
selon différents critères. J'en citais 4. La fluidité. Est-ce que l'individu est capable de produire un grand nombre de réponses? Deuxième critère, l'élaboration. Peut-être qu'il va ne prendre qu'une idée, mais qu'il va l'élaborer très fort, la mener très très loin, ou en décliner des variantes de plus en plus élaborées. La flexibilité. Est-ce que l'individu est capable de produire des idées qui appartiennent à différentes catégories? Est-ce qu'il est capable de varier non seulement les réponses, mais peut-être les stratégies? Peut-être parfois, en mathématiques, il n'y a qu'une réponse. Peut-être l'individu fait preuve d'une grande flexibilité dans sa capacité à persévérer. Si ça ne va pas par le chemin A, je prends le chemin B, puis non, ça ne va pas, le chemin C, etc. Et sans se décourager. La flexibilité, c'est aussi, est-ce que l'individu est capable de transgresser la règle, explicite ou implicite, tout en atteignant l'objectif? Ça, c'est très intéressant aussi. Quitte à transgresser ce que moi-même j'ai dit, mais en même temps en privilégiant l'objectif, au-delà des moyens que j'avais moi-même imaginés comme les seuls possibles. Très très intéressant. Et dernier critère, parmi d'autres, mais l'originalité. Est-ce que dans un champ donné, qui serait par exemple le groupe d'élèves, il y en a un qui se distingue manifestement? Peut-être qu'il n'a pas la bonne réponse, etc., mais clairement, et avec enthousiasme et courage, et peut-être une certaine flamboyance, il a fait tout autre chose que les autres, et ça mérite d'être souligné. Voilà. Ce qui permet de segmenter un petit peu cette fameuse créativité et de pouvoir l'évaluer sur différents critères, parce que celui qui est fluide, par exemple, qui a plein de solutions, peut-être ce sont toutes des solutions banales, il n'y a rien d'original là-dedans, mais il a la capacité d'ouvrir grand les robinets, et c'est précieux aussi. Donc si je vois qu'un enfant n'est pas capable d'aller au-delà, et souvent les profs me disent ça, ils se satisfont au premier jet. Peut-être que je dois changer ma consigne, ou bien je leur demande d'écrire une histoire, et puis ils font 3 lignes, ils disent c'est bon. Ah ben, je dis, peut-être ta consigne n'était pas bonne. Si toi tu demandes que l'histoire fasse 15 lignes, eh bien alors, ils seront obligés de faire leurs 15 lignes, pourvu que ta consigne est suffisamment stimulante pour qu'ils aient envie de faire leurs 15 lignes. Donc prendre des responsabilités, qu'est-ce qu'on veut? Et qu'est-ce qu'on veut stimuler chez eux? Et en fonction de ça, faire des consignes. Susciter et accueillir la créativité, vous l'aurez compris, ne se limite donc pas à mettre un pinceau ou un crayon dans la main des enfants. Travailler la créativité, c'est même au cœur des préoccupations actuelles, quand on saisit la complexité du monde d'aujourd'hui et de demain. Edgar Morin le dit dans la conclusion de son manifeste pour changer l'éducation, intitulé « Enseigner à vivre ». Il dit « Il n'existe jamais de consensus préalable à l'innovation. On avance à partir d'une passion créatrice. » La créativité est donc une compétence essentielle pour faire face aux incertitudes et à la complexité d'un monde en crise et en changement continu, en multipliant les façons mais aussi les disciplines pour aborder une problématique. Pour moi, c'est important parce que je me dis que dans nos classes, on a probablement des élèves qui vont se retrouver confrontés à des métiers ou à des situations qu'on ne connaît même pas. Et si on les a jamais amenés à réfléchir à d'autres choses que ce qu'ils connaissent habituellement, mais ils vont être démunis en fait. Et donc maintenant, je pense que c'est les outiller à la réflexibilité, à la façon de faire des liens, de voir qu'ils sont capables de faire autre chose, de produire des idées. Je pense par exemple au climat. Enfin, on voit bien que ça va pas trop et que au plus le temps passe, au plus les difficultés vont être grandissantes et il va être indispensable de trouver des solutions. Et donc, vis-à-vis de ça, il va falloir qu'ils trouvent des idées et c'est les adultes de demain qui sont dans nos classes. Et si on les conditionne trop, je crois pas qu'on va arriver à trouver d'autres solutions. C'est aussi ce que défend Rob Hopkins, acteur de la transition écologique dans son livre « Et si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons ?» Au cœur de la transition sociétale se trouve pour lui la transition éducative. Et il identifie pour cette transition éducative 3 leviers à travailler à l'école: le soin de l'imaginaire, la résolution de problèmes et la collaboration. À quoi peut les préparer l'école, sinon, au-delà des savoirs de base indispensables, il est important de savoir parler, savoir lire, savoir écouter, savoir calculer, savoir tenir des raisonnements logiques, et puis développer des compétences sociales, parce que l'école forme à ça aussi. Mais se préparer à l'inattendu, et se préparer, plus fondamentalement encore,
à choisir sa destinée et à la créer. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus à nos enfants que de choisir la vie qu'ils veulent, et pas seulement une fois, mais autant de fois qu'ils veulent, et de développer cette assurance intérieure pour, à tout moment, questionner leurs choix et refaire des choix qui sont le plus en adéquation entre ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent apporter modestement au monde dans lequel ils s'inscrivent. Sur cette belle conclusion, je vous laisse avec David, interviewé par sa maman Sabine. Salut beau gosse. Donc, Salut. tu t'appelles comment? David, T'as quel âge? 11 ans. Ok, aujourd'hui t'es notre VIP. Et la première question de VIP, si tu devais expliquer ce que c'est l'imagination à un extraterrestre, tu dirais quoi? Je lui dis que déjà j'essaye de comprendre sa langue. Et puis je lui dis que l'imagination, c'est ce que tout le monde a, mais qu'il y a des gens qui ne le développent pas, qui ne se bloquent pour ne pas le développer. Et il se bloque pourquoi, tu crois? Parce que il se bloque parce qu'il se trouve pas créatif, il se trouve nul et tout. Et quoi, ils ont peur d'utiliser leur imagination? Ouais, peur de se ridiculiser. Ah ok. Parce qu'on peut se ridiculiser, par exemple, tu connais une histoire ridicule avec l'imagination? Ben, ridicule, drôle quoi. Genre tu peux rire avec tes potes comme ça. Ok, mais donc c'est quelque chose que tout le monde a, mais que tout le monde n'utilise pas. Et ça sert à quoi alors l'imagination? Ben ça sert. Ben sans ça tu peux pas vivre quoi. Pourquoi? Genre tu vois, si tu veux fabriquer un truc, ben, tu sais pas le faire quoi. Tu fabriques un truc sur mesure, ça doit être au millimètre près. T'as pas d'imagination, ça ressemble à rien quoi. C'est un carré, Toi, ça t'a déjà servi dans ta vie l'imagination? plein de fois. Par exemple? Quand je joue à Minecraft, je fais des beaux trucs. Genre, au lieu de faire une maison cubique, je fais une maison en triangle. C'est ça, donc l'imagination te permet de créer des nouvelles choses en fait. Mhm. Ok, et donc ça te donne du pouvoir. Ouais. Si tu avais ce pouvoir en forme de baguette magique et que on te disait voilà, tu arrives à l'école et aujourd'hui tu as le pouvoir de créer l'école comme tu veux, qu'est-ce que tu créerais? Ben, un truc où tout le monde est content et où on doit pas apprendre et on se parle entre nous sans qu'il y ait de gêne, comme ça. Voilà. Et qu'il y ait des trampolines partout. Mais où on devrait pas apprendre, c'est ça que tu disais? Ouais, pas apprendre des trucs, parce que parfois c'est ennuyant. Ou avoir un prof, genre tu joues en apprenant. C'est ça. En fait, ce qui t'ennuie, c'est pas tellement d'apprendre, mais c'est de t'ennuyer, c'est ça? Ouais, Et que tu veux bien apprendre, mais en jouant. ouais. Qu'est-ce que tu as déjà appris en jouant? Plein de choses. Du genre? Genre la table de multiplication. Ah, bah c'est cool ça. Tu m'as déjà un peu dit, hein, mais qu'est-ce que tu pourrais encore changer dans une journée d'école pour qu'elle soit plus chouette? Je changerai déjà le temps. Ce sera plus long, vu que ce sera changé. Ce sera plus amusant. Donc des journées plus longues et plus amusantes. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui rendrait ça plus amusante? Tu avais parlé de trampoline park. Ce qui rendrait plus amusant, c'est que tout le monde rigole. Tout le monde est content. Qu'est-ce que tu voudrais supprimer avec ta baguette magique dans la classe? Le tableau, la craie, tous les panneaux de conjugaison, tous les CEB et tous les correctifs. Et voilà. Est-ce que tu as créé, essaye de te rappeler de quelque chose que tu as créé dans ta vie, hein, il y a peut-être longtemps, pas si longtemps, et dont tu peux dire, ouais, ça, je suis fière. Il y a un bateau que j'ai fait avec mon ami Maël. Et il est beau. Et tu l'as fait comment, ce bateau?
Je l'ai fait avec des Lego, avec beaucoup de Lego. L'avantage des Lego, c'est que tu peux suivre un plan en fait. Ouais, mais là, j'avais pas de plan. T'avais pas de plan. Et comment tu t'y prends alors? Avec l'imagination. Ah, c'est Avec ça. notre imagination. Du coup, avec une imagination, tu fais un bateau, mais un peu nul, genre pas beaucoup décoré, mais avec 2 personnes, on fait un truc joli, avec plus Waouh. d'imagination. On C'est a tous les 2 les idées. C'est pas parfois difficile d'être à deux parce que t'as pas les mêmes idées ou bien... Non. Quand on n'a pas les mêmes idées, on mélange nos idées, ça fait un truc cool. Chouette. Est-ce que parfois en classe, on te demande d'inventer des choses, de créer Ouais, par exemple, en téléproduction, travail individuel. Donc- Tu produis genre un dessin qu'après tu présentes devant tout le monde. T'es pas obligé de le présenter si t'as pas envie de le présenter. Alors tu dois l'améliorer et après le présenter. Voilà. Et sinon tu peux faire pas que des dessins, hein. Tu peux faire des textes, tu peux faire des musiques, tu peux faire des dessins animés, tu peux faire plein de trucs. Ok, et si tu devais dire le mot de la fin, le lien entre école et imagination, tu dirais quoi? Ça forme qu'un en fait. Pourquoi? Parce que si t'as pas d'imagination, l'école t'apprend rien et tu redoubles 1000 fois ta première maternelle. Ok. Bon, génial. Je te remercie beaucoup. C'était Le fond de la classe, un podcast écrit et réalisé par Maëlle Cahan. Les arrangements musicaux ont été composés et enregistrés par David Cahan. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et à le partager à des amis. Merci et à bientôt!